Pourquoi Terram? Pourquoi un magasin bio? Ça me semblait logique, bio. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, quand tu vas dans un commerce, on devrait plutôt noter ce qui est pas bio. Okay. Parce que le produit doit être bio, en fait. Tu dois pouvoir manger quelque chose qui n'a pas été traité, ou c'est que tu vas pas retrouver des pesticides, des perturbateurs endocriniens. Enfin, ça me paraissait logique déjà quand j'étais petit. Nous, on avait un jardin, donc on cultivait. Et puis, quand tu manges ta salade qui sort du jardin ou tes tomates et tout, tu trouves ça super bon. Et quand tu achètes ça ailleurs, tu vois que déjà, ça a perdu de la saveur ou du goût. Et puis, mes parents étaient quand même assez ouverts, même à la cueillette sauvage ou des choses comme ça. Puis, quand on allait dans les premiers magasins bio un peu diététiques, je trouvais ça déjà très intéressant. Mais moi, j'ai toujours voulu avoir un magasin, en fait, mon magasin avec lequel j'aimerais retrouver de l'alimentation, de la cosmétique, des pierres. J'aimais les pierres, les minéraux, les huiles essentielles, les fleurs de bar, enfin tout ce qui touchait au bien-être. Et puis pour moi, réellement, avait quelque chose à nous amener. Et je trouvais pas de magasin comme j'aimerais trouver dans une ville. Donc je me suis dit, on essaye. On essaye, on a lancé ça, et puis c'est clair que ça n'a pas été facile, hein. Un petit commerce, faut y aller quoi pour arriver à faire sa clientèle et puis à vivre de ça. C'est pas facile, mais à force, on voit que les gens sont quand même contents. On voit qu'on vend des choses qui sont saines et bonnes, donc tout ça, ça amène quand même une certaine fierté, je trouve. Et puis voilà, donc Terram est né il y a 15 ans. Ça s'est agrandi, on a suivi l'évolution du bio, donc automatiquement on est aussi parti sur développer plus les compléments alimentaires, parce que je me suis rendu compte il y a 15 ans quand on a ouvert, j'ai commencé de vendre des compléments alimentaires, mais j'étais pas assez, je m'y connaissais pas assez, et à force on se rend compte qu'en fait, suivant ce qu'ils mettent dedans, c'est très limité, ou c'est de la poudre, c'est pas des extraits, donc il m'a fallu comprendre, rechercher pour arriver à proposer en fait d'aujourd'hui à mes clients, pour moi les meilleurs compléments qu'on puisse trouver sur le marché. Et puis je suis toujours en recherche, toujours à l'écoute, toujours à voir ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aussi je suis tombé dans le Shilajit. Le Shilajit que j'ai connu aussi à 15 ans en arrière en trekkant dans les Himalayas. Et quand j'ai vu le bienfait que ça me faisait, et que là-bas c'était considéré comme une poudre, une résine. Le destructeur de faiblesse. Ouais, le destructeur de le faiblesse. Roi des montagnes. Le roi des montagnes. Enfin, Ouais, il a plusieurs noms là-bas. Et puis, j'en avais pris sur place et j'ai trouvé ça incroyable. Et puis après, j'ai essayé de le vendre un peu en Suisse en commandant directement via mon association, donc l'association Amala. Ouais. Et en fait, les gens n'étaient pas spécialement intéressés, donc à part un peu pour la famille. Et puis maintenant, comme les gens en parlent de plus en plus, ça s'est bien vendu. Et puis on a réussi à trouver, vu qu'on a une association sur place et que je connais bien les Himalayas, une qualité exceptionnelle de Shilajit. Tout ça pour dire que le Shilajit reste pour moi un des compléments alimentaires qui est tout en haut de la pyramide. D'ailleurs, c'est expliqué, on le voit déjà dans les premiers écrits. Il y a 3 millions en arrière dans l'Ayurveda. Ils en parlent déjà. À la base, c'était réservé pour les empereurs, pour les lamas, enfin bref. Et aujourd'hui, ça s'est développé parce que simplement, des Européens sont allés trekker dans les Himalayas comme moi, ont vu que ça soutenait le système immunitaire, que ça donnait plus de vitalité, que ça augmentait la capacité respiratoire, que ça agissait au niveau du système nerveux, transport des nutriments, en fait, que c'était un complément alimentaire les plus complets qu'on puisse trouver. Donc automatiquement, voilà, c'est quelque chose qu'il faut pour moi partager, tout en ayant une qualité irréprochable. Et quand on sait ce qui se fait de nouveau sur le marché aujourd'hui, au niveau des compléments alimentaires, c'est très difficile de trouver quelque chose d'efficace. Tu prends tous les jours, hein? J'ai commencé d'en prendre quand j'étais dans les Himalayas, j'en prenais tous les jours pour mon trek et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Après, j'arrivais plus à en faire venir, à en avoir. Et puis maintenant qu'on a pu en avoir régulièrement, c'est vrai que c'est quelque chose que je consomme pas tous les jours, parce que quand on a fait une cure d'un mois ou deux, généralement
par exemple, si on fait des analyses de sang, on va voir qu'on est bon au niveau de tout. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'en prendre tous les jours. C'est quelque chose qui peut être... en fait, pour chaque personne, ça va être différent. Ça dépend toujours dans quel état on se sent. Mais si on en prend déjà pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, on va vite voir une amélioration. Et puis après, on peut diminuer, puis en prendre juste 1 ou 2 ou 3 fois par jour. Après, ça dépend aussi de l'effort physique qu'on peut avoir, du métier qu'on peut faire, du stress qu'on peut avoir. C'est clair que quelqu'un qui bosse, je sais pas, je vais dire par exemple sur les chantiers, c'est quelque chose qu'il pourra prendre tous les jours parce qu'il a une dépense physique. Mais comme ça agit aussi au niveau du système nerveux, quelqu'un qui bosse, je sais pas, dans les assurances ou qui est stressé et tout, bah c'est aussi quelque chose qu'il pourra prendre tous les jours. Mais après, bah ça dépend vraiment de l'état physique dans lequel on est. Alors moi maintenant, j'en prends 2, 3 fois par semaine. Et si par exemple je vais faire, je sais pas, une course de vélo et tout, je vais en prendre 2 fois par jour pendant une semaine avant de me préparer pour ma course. Puis avant la course, tu le prendrais aussi, ouais. Avant la course, je le prends et je le prends aussi après, bah pour mieux récupérer, pas avoir de problème de crampes, enfin tout, pour même on dort mieux quand on prend du Shilajit juste avant d'aller se coucher. Bah là d'ailleurs, je veux quand même partir là-dessus. Généralement, bah les gens dorment de moins en moins bien et en fait, comme le corps est très fatigué, le moment d'aller se coucher, le corps a besoin d'énergie en fait pour tomber dans le sommeil profond. Et comme on manque d'énergie, en fait, on ne s'endort pas tout de suite. Et si on s'endort, on n'entre pas dans le sommeil profond. Donc, on peut faire des fois 7 heures ou 8 heures de sommeil et quand on se réveille, on est crevé parce qu'on n'est pas tombé dans le sommeil profond. Et le Shilajit, en fait, il va amener, c'est pas un tonique, hein, il va amener l'énergie qu'il faut au corps pour pouvoir le faire basculer dans le sommeil profond. Donc ça aide au niveau du sommeil et c'est très important. Et au jour d'aujourd'hui, quand on sait toutes les maladies entre guillemets du système nerveux qui surviennent de plus en plus jeunes, c'est quelque chose qu'on peut consommer même pour des adolescents, des enfants. Ça peut aider aussi à une meilleure concentration quand on est à l'école, enfin poursuivre sa scolarité. J'ai beaucoup de parents qui ont témoigné que les enfants étaient plus attentifs durant les cours en prenant du Shilajit et en arrêtant de prendre certains médicaments. Et tu parlais du sommeil, que dire de la qualité de la nourriture aujourd'hui? Qualité du sommeil moins bonne, qualité de la nourriture aujourd'hui? Oui, alors la qualité de la nourriture, comme on retrouve beaucoup on sait que maintenant il y a beaucoup plus de pesticides, de résidus de médicaments, donc surtout quand on consomme pas bio, hein, parce que si on consomme bio, généralement on retrouve pas de pesticides. On peut toujours avoir des traces, mais alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas parce que c'est bio qu'on peut pas retrouver des traces. Par contre, on en aura 80% moins de pesticides, voire 95%, 99% de pesticides en moins dans un produit bio qu'un produit conventionnel. Et si vous consommez des légumes ou de la viande bourrée d'antibiotiques, ainsi de suite, ça va perturber le métabolisme du corps, donc automatiquement ça va dérégler tout ce qui s'ensuit, le système nerveux. Donc en fait, ça va amener aussi à une moins bonne qualité de sommeil. Donc automatiquement, si on mange sainement, biologique, on va mieux dormir, on va être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, donc moins malade, donc moins de dépenses aussi au niveau de la santé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc j'ai toujours pensé, et pour moi, c'est logique de consommer biologique. Enfin, c'est quelque chose qui, même si ça coûte plus cher, si vous mangez bio, donc automatiquement vous êtes moins malade, vous allez moins, par exemple, je sais pas, louper le travail, vous allez être mieux dans votre vie de tous les jours, vous allez faire peut-être plus de sport comme on se sent bien, on a plus envie d'aller dehors, on a plus envie de marcher, donc ça amène un mieux-être qui n'est pas, en fait, il faut pas calculer là-dessus. Et quand on regarde il y a 30, 40 ans en arrière, c'était quoi 30% de son salaire? 40% qu'on utilisait pour l'alimentation. Donc maintenant, on utilise beaucoup plus de son salaire pour des choses, peut-être pour les abonnements de téléphone, Netflix, enfin tout ça qui est, je dis pas, sédentaire, quoi. mais voilà, il faut on va on va devoir revenir je parle de connexion au niveau de la terre, on perd cette connexion. On la perd, on marche plus pieds nus, on est continuellement
connecté, on a une quantité d'informations, donc on a aussi, de nouveau, je retombe sur le système nerveux. Avant, on n'avait pas tout ça. Maintenant, le système nerveux est beaucoup plus stressé. Qu'on soit dans le bus, dans le train, partout, dans des magasins, vous aurez tout le temps des informations, on sera tout le temps connecté, on sera tout le temps sujet justement à un stress et dès le plus jeune âge maintenant. Donc voilà, c'est un tout. Et si on consomme pour moi bio, qu'on prend des compléments alimentaires et qu'on se sent mieux, on a beaucoup moins de pathologies, beaucoup moins de stress. Les enfants vont se sentent mieux, les parents vont. Enfin, c'est vraiment global. Donc, je conseille, et je l'ai toujours conseillé à tout le monde. Moi-même, quand j'étais étudiant, je dépensais pour une alimentation bio et je faisais attention aux autres choses. Donc, j'aimais mieux me payer des choses bio et puis moins aller au cinéma, moins sortir avec les potes. Et c'est pas ça qui m'a rendu moins heureux. Enfin, voilà. Donc, je reste dans cette dynamique. J'essaye de l'enseigner. J'en parle aussi à mes enfants, même si des fois ils veulent manger McDo ou boire du Coca. Je vais pas leur interdire. Hein, ils doivent passer aussi par là sans voilà aller dans les extrêmes. J'ai jamais été aussi pour les extrêmes. On doit faire nos expériences. Mais voilà, le fait je le vois sur mes enfants, de manger sainement, de prendre des fois certains compléments, de faire du sport. On a des enfants qui vont bien et qui sont vraiment vivants. Ouais. Ouais. Ouais, il y a aussi un aspect, tu dis le bio ça coûte cher, mais finalement, si tu regardes les coûts médicaux, est-ce que ça coûterait pas plus cher sur le long terme aussi, tu vois, si tu peux éviter un cancer ou quelque chose Ah mais oui, oui, de bien sûr. très, très Ouais. fort économiquement et Oui, oui. psychologiquement, est-ce que tout l'investissement que tu as fait dans le bio avant, il est pas rentable, quoi, Ah, finalement? il est plus que rentable. Ouais, Et si tu manges, je sais pas, tu manges, tu te fais une ratatouille de légumes, tu auras beaucoup plus en cuisant toujours à basse cuisson, c'est mieux pour garder les vitamines. bien Bref, sûr. tu vas avoir moins besoin de manger. Ouais, tu seras rassasié plus vite. Voilà, que si tu prends des légumes, où c'est que tu vas encore, justement avoir nettement moins de vitamines, jusqu'à 10-15 fois moins que sur des tomates, des aubergines, des courgettes, en fait, bio. Donc, donc si on regarde ça, donc on sera plus rassasié avec des produits biologiques que des produits en bio. Donc ça, il faut le voir aussi. Mhm. Et est-ce que tu remarques une différence par rapport à est-ce que les gens sont de plus en plus sensibles à ça ou est-ce que tu vois genre des générations qui sont plus sensibles à ça ou à faire attention à manger bio? Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans ton magasin? C'est difficile à expliquer parce que il y a des moments, j'ai vu des tendances où je me suis dit, tiens, ça commence à prendre, tiens, les gens font plus attention. Et puis, des fois, on a dénigré le bio, on a dit, oui, mais le bio, on retrouve des pesticides dedans quand même. Et là, tout de suite, suivant ce qui peut passer dans les médias, quand on casse un peu le bio, ben, les gens, après, des fois, se disent, ah, ben non, c'est mieux de consommer local, mais pas bio. Et alors que pour moi, ben oui, c'est important de consommer local, mais moi, je consomme pas local si c'est pas bio, typiquement. Vous consommez local, on va dire oui, bah ça pollue moins, on consomme local. Ben non, quand vous consommez local, mais que le paysan il utilise une tonne de pesticides pour ses plantations ou qui donne beaucoup d'antibiotiques au niveau de ses bêtes, de ses animaux, eh ben ça va plus polluer que si vous consommez, je sais pas, des tomates qui sont à 50 kilomètres plutôt que juste à côté, automatiquement. Mm. Donc, c'est difficile de voir. Je pourrais pas trop dire qu'il y a plus Il n'y de a pas gens une qui consomment tendance. bien. Alors, on voit quand même que la coop, la Migros a énormément augmenté. C'est vrai. Donc, je pense qu'ils ont pris une grosse partie du marché. Et nous, on a un peu les miettes en tant que petit commerce. Mais après, on a une autre qualité. Et donc, voilà, quand on arrive à avoir une clientèle et qu'ils viennent régulièrement, ben, cette clientèle, elle reste. Après, les jeunes d'aujourd'hui, euh, ils veulent plutôt profiter, je pense, et ils n'ont pas, en fait, ne serait-ce qu'au niveau de l'école, on va pas inculquer ça au niveau des enfants. Et si les parents n'ont pas cette conscience, vont pas l'inculquer aux enfants. Donc c'est difficile à dire. Je sais pas comment ça va évoluer. On dit aussi qu'on pourrait jamais nourrir la planète avec des produits simplement biologiques. Quand on voit tout ce qu'on gaspille au niveau de l'alimentation, euh, on pourrait facilement nourrir la planète, 8 milliards d'êtres humains, avec des produits biologiques. Et c'est ce qui devrait être fait. Ce sera jamais fait, en tout cas dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années, je pense. Mais oui, ça a toujours été dit que c'était possible de nourrir la planète avec des produits biologiques. Mhm. Je pense aussi que le bio,
c'est un investissement pour dans le futur finalement. C'est quand tu achètes bio, tu es en train de promouvoir le bio, et du coup tu es en train de dire bah voilà, moi j'aimerais que mon agriculture elle soit de cette manière-là et pas de cette manière-là. Donc tu es en train de pousser un mouvement en fait et Mhm. d'aider ce mouvement à grandir. Et quand il y a des gens qui essaient de court-circuiter ça, bah tu sais aussi qu'ils ont peut-être c'est des paysans qui ne vendent pas du bio, du coup ils veulent promouvoir leurs produits. Enfin Purée. c'est toujours un peu délicat, mais je pense que dans le bio, il a de bonnes valeurs et il faut mettre en avant ça, à mon avis. Mhm. Et tout le monde veut que ces terres soient pures, enfin que tout soit que de qualité. Finalement, c'est ce qu'on ingère aussi. Donc, ouais, je pense vraiment qu'il faut que les gens ils arrêtent de se dire ah mais j'achète bio, mais c'est vrai qu'avant vu que les terres elles étaient remplies de pesticides, bah ça prend un moment pour que ça se régénère et tout. Mais si on n'est pas en train de supporter ça maintenant financièrement, bah c'est clair qu'on va jamais évoluer aussi quoi. On va toujours rester dans ce jeu-là quoi. Donc ça c'est ouais, je pense que c'est important de mettre en avant aussi pour le bio. Tu nous parlais avant de ton association Amala, est-ce que tu peux nous en dire plus? D'où ça vient? Pourquoi cette envie? Alors, moi, j'ai fait mon premier voyage en Inde à l'âge de 19 ans. Et Ouais, déjà pourquoi à 19 ans tu t'es dit d'aller en Inde? Parce que alors, c'est pas la destination de rêve de tout le monde forcément quoi. j'étais déjà allé avec mes parents à 14 ans, donc ça m'avait touché. J'avais vraiment été touché par l'Inde. Et je suis parti parce que j'ai arrêté une école d'art. J'avais des problèmes au niveau de mes yeux et j'avais tout le temps des saignements de nez. Et ces saignements de nez, on n'arrivait pas à me les guérir en Suisse et on n'arrivait pas à me corriger aussi ma vision. Donc même avec certaines lunettes, je voyais à un moment donné, je voyais toujours trouble. Donc j'ai dû arrêter en troisième année mon école de bijouterie. Et je suis parti faire une école de naturopathie en me disant, bah, je me rapproche un peu de mes valeurs, je retombe un peu les pieds sur terre et puis je vais faire cette école de naturopathie qui a fait faillite au bout de aussi ma deuxième ou troisième année. Donc là, je me suis dit, OK, bon, il y a tout qui s'arrête devant moi, je pars en Inde. Je suis parti en Inde une année et j'ai fait des rencontres sur place. J'ai bossé dans l'humanitaire. J'ai fait justement des trekkings. J'ai vécu pas mal dans des ashrams, dans des monastères. J'ai fait des rencontres incroyables. Même si ça n'a pas été facile, ça a été pour moi un bouleversement intérieur énorme. Et automatiquement, en ayant travaillé dans l'humanitaire sur place, j'ai vu que les petites associations étaient très efficaces en fait, parce qu'elles étaient sur place, parce qu'elles étaient en contact avec les gens et elles savaient vraiment de quoi ils avaient besoin. Et là, bah, c'est automatiquement, je me suis dit, mais attends, il faut que je fasse ma propre association, que j'arrive aussi à amener quelque chose sur place. Et ben ça s'est fait au Ladakh, le Ladakh qu'on appelle le Petit Tibet, où c'est qu'il y a une grande population de réfugiés nomades tibétains. Comme j'ai beaucoup été enseigné par les Tibétains, d'ailleurs ma formation de massage énergétique tibétain s'est fait au Ladakh et à Dharamsala. Donc il m'a semblé logique de faire quelque chose sur place. Et avec les contacts que j'avais, on m'a dit, mais en fait, il faut aider les enfants pour leur scolarité. Ils ont besoin de pouvoir après avoir un meilleur avenir et donc on a créé cette association et on a scolarisé au début une trentaine d'enfants durant l'hiver. Quand ils n'ont plus d'école, en fait, ça s'arrête. On a continué de donner des cours et ainsi de suite. Et maintenant, on est à plus de 200 élèves et on est en contact direct avec le TCV School, l'école que la sœur du Dalai Lama a créée pour les réfugiés donc nomades tibétains. Donc voilà, je suis tombé amoureux de cet endroit et j'y vais régulièrement, toujours pour aller voir comment vont tous ces enfants, pour pouvoir aller respirer aussi dans dans ces hauteurs himalayennes et, euh, et m'enrichir toujours de, de ces paysages. Tu y étais en plus récemment. Voilà. T'as vu Ouais. des changements un peu depuis? Ça faisait combien de temps que tu n'étais plus retourné? Alors là, ça faisait 6 ans, il y avait eu le Covid aussi, c'était compliqué. J'ai aussi, ma famille s'est agrandie, donc plus difficile d'y aller. Et là, j'y suis allé avec le grand, Maïlan, qui a 17 ans. Et puis, on a vu qu'au bout de 6 ans, ce qui a changé, c'est que les endroits où on allait qui sont difficilement accessibles étaient plus accessibles. Des routes se sont créées, donc ce qui est très bien
entre guillemets, parce qu'en même temps, quand vous avez des routes, après, les touristes indiens vont plus facilement dans certains endroits et les touristes indiens, malheureusement, n'ont pas cette éducation qu'on a en Suisse. Donc, pour eux, s'ils ont fini leur bouteille d'eau, lancée par la fenêtre, c'est normal. Donc, on retrouve de plus en plus de plastique et ça, c'est le gros problème. Donc, les changements, c'est surtout au niveau de l'infrastructure des routes que j'ai pu me rendre compte. Autrement, les gens, les enfants là-bas restent les mêmes, toujours la moconée, la joie de vivre énorme avec. Pourtant, ils ont, comme je dis toujours, ils ont vraiment pas grand-chose là-bas. Ils ont une vie qui est rude et difficile, mais ils s'entraident tous. Et ils sont tous aussi plus, pour moi, connectés à la terre. Et ça, on le ressent très vite. On le sent chez les gens. Et, c'est quelque chose comme quand je vois mon fils qui a fait presque 3 semaines sur place, on voit que ça l'a touché. On voit que ça lui a amené un changement qui va peut-être se rendre compte aussi plus tard. Et je pense que c'est important d'amener aussi les jeunes dans l'adolescence à voyager ou à voir des pays comme cela pour se rendre compte que même avec pas grand-chose, en fait, on peut être heureux. Et que nous, la chance qu'on a ici, autant l'utiliser peut-être pour soutenir des petites associations, pour amener ça aussi à nos propres enfants. Voilà, enfin, c'est quelque chose. Puis il y avait un défi aussi physique hein, avec Mylan qui est asthmatique en fait, c'est ça? C'est juste, hein, Ouais, Puis il adore le vélo aussi. Il est à haut niveau ou... ouais. Alors il fait des courses de vélo en enduro et ouais. principalement en enduro et aussi je sais plus comment ça se dit, en X et trail. Enfin bref. Donc il est passionné par le vélo et puis il a de l'asthme sévère. Donc on arrive à son traitement chimique à canaliser, on va dire, son asthme par des manipulations, donc ce que je pratique, et par les compléments alimentaires aussi. Et là, le défi, c'était de faire le plus haut col carrossable du monde, à 5008, en vélo. Donc lui avec son asthme, moi avec le scaphoïde cassé, que je m'étais cassé 3 semaines avant de partir dans une course de vélo aussi. Donc j'étais plâtré et puis on a fait ce col, on est monté à 5008 et tout s'est bien passé avec quand même un peu un mal d'altitude arrivé en haut. Mais en prenant justement du Shilajit aussi avant et du cordyceps, ça nous a bien aidé. Donc on a réussi à faire ce col les deux. C'était vraiment une belle expérience. Et du coup, on a enchaîné en faisant un sommet après à 6000, aussi à pied quelques jours après. Et ça, c'était aussi dans l'idée d'ouvrir par la suite des voyages au Ladakh pour aussi soutenir notre association et que les gens puissent venir faire ce col carrossable le plus haut du monde en vélo et puissent venir aussi trekker et découvrir ces paysages, voir ces réfugiés nomades tibétains aussi, voir ces enfants jouer et voir aussi comment on scolarise, comment se passe l'école en fait au Ladakh, parce que bien qu'ils aient peu de moyens, en fait l'école est magnifique là-bas. Les enfants jouent beaucoup dehors. Les enfants comme je disais, s'entraident beaucoup. Il y a une dynamique qui est vraiment très intéressante à voir. Donc voilà, l'idée est de proposer des voyages d'ici l'année prochaine pour pouvoir autant avoir la possibilité de faire, on va dire presque un exploit sportif en faisant un sommet, autant de pouvoir rencontrer ce peuple, de visiter des monastères et de toucher à tout ça. Est-ce que tu as vu beaucoup de tourisme là-bas ou est-ce que ça... Alors, il y a du tourisme, ouais, oui, voilà, c'est des gens qui veulent justement trekker, marcher dans ces montagnes, et puis là-bas, on a la possibilité de faire un 6000 sans être forcément équipé, encordé, donc ça donne beaucoup de possibilités. Donc le tourisme est assez. Il n'y avait pas une queue non, comme on peut trouver dans d'autres sommets très connus aujourd'hui. Non, il n'y a pas du tout. Avec des gens qui veulent faire des photos Instagram. Donc on n'en est pas encore là non plus. Quoi. Non, et on n'en sera pas là. Et tu penses qu'il n'y aurait pas un risque que ça arrive à ça finalement? Alors, ce qu'il y a, c'est que pour moi, les Ladakhi aussi, donc c'est les Ladakhi sont très proches des Tibétains. Donc le Ladakh est collé à la frontière tibétaine. C'est un peuple qui sont très proches de la terre et même les agents sur place sont respectueux
D'accord. Et on va pas retrouver justement l'envie de développer plus que ça ou de se retrouver sur des sommets. Où ils ont vraiment, ils limitent, on va dire, le tourisme sur place. Donc c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que j'entends. Et après, ben voilà, il pourra y avoir un peu plus de monde, il pourra y avoir, mais de nouveau, si c'est fait d'une façon respectueuse et qu'on on laisse pas nos déchets sur place, il y a beaucoup d'associations sur place justement qui vont nettoyer aussi, qui vont ramasser ce que certains touristes pourraient laisser. Donc ce peuple est, comme je dis, enraciné, ancré, et ils ont donc cette tendance à faire en sorte que Mmh. Il faut faire attention, quoi. ouais, on Ouais, doit ouais. faire Ils ont attention. envie de préserver la nature et puis, Oui, ouais. ouais. Et tu nous parlais des soins, donc c'est de base c'est ça ta formation, hein, c'est les soins, c'est et ça se passe comment du coup une formation de soins au Tibet, enfin anciennement Tibet, c'est quoi, c'est 3 ans? Est-ce que tu vas à l'université? Non, mais tu ça se passe comment? Oui, alors j'ai été formé donc principalement à Dharamsala, donc c'est là où c'est qu'il y a beaucoup de réfugiés nomades tibétains. D'accord. C'est faux ce que j'ai dit, c'est pas des nomades. Les nomades ils sont au Ladakh, c'est les réfugiés tibétains, dont le Dalai Lama qui vit sur place, lui, qui a été accueilli par l'Inde justement quand il a dû quitter le Tibet, qui a été annexé par la Chine, qui s'appelle plus le Tibet maintenant. Euh, Donc j'ai été formé sur place et j'ai eu de la chance car j'ai rencontré une personne qui donc proposait des massages énergétiques tibétains pour les touristes. Moi je suis allé me faire masser chez lui, il m'a dit ah ben je donne des cours si ça t'intéresse. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai fait une semaine de cours, après j'ai refait une deuxième semaine de cours, puis là il m'a dit mais tu vas vraiment bien au niveau des massages, ce serait intéressant que tu développes peut-être plus ça. Et en fait, on a eu vraiment un très bon contact et lui m'a formé de A à Z. Et normalement, cet enseignement est réservé entre père et fils. Donc lui a été transmis par son père, qui lui a été transmis par son père, ainsi de suite. Donc j'ai été le premier Européen et il n'y en a pas, à ma connaissance aujourd'hui, qui a été formé complètement dans le massage tibétain. Donc c'était une chance incroyable pour moi. Maintenant, c'est ce que je pratique avec aussi différentes techniques que j'ai appris sur place grâce à des retraites avec certains swamis. Dans les swamis, c'est les moines en fait indiens qui m'ont appris des techniques respiratoires qui sont euh, qui sont utilisées par les yogis et qui développe en fait le prana dans le corps. Et le fait d'avoir pratiqué ça pendant longtemps et d'avoir une formation en massage énergétique tibétain fait que j'arrive bien à ressentir ce qui se passe dans le corps et à pouvoir réguler le courant énergétique du corps. Donc c'est une formation très autant manuelle, mais aussi très basée sur le côté énergétique, émotionnel et spirituel. C'est quelque chose de très complet pour moi. Mmh. Est-ce que tu remarques une tendance, une pathologie au sein de tes patients? Est-ce qu'ils viennent toujours pour la même chose? Est-ce que le stress, j'imagine, la fatigue, Alors, on voit, bien sûr qu'on voit, les gens ont beaucoup de problèmes de dos maintenant. de dos, ouais. Donc, Ouais, autant je vais pouvoir manipuler pour quelqu'un qui va avoir, on va dire, un problème de lumbago, de sciatique. Donc là, ce sera très manuel, mais en même temps, si vous avez un problème récurrent de lumbago ou de sciatique, il y a aussi un blocage énergétique et le blocage énergétique peut venir, même si c'est physique, il y a toujours une partie physique, comme je dis, énergétique et émotionnelle, voire spirituelle. Donc, on va réguler les trois et on va voir si c'est plus spirituel. Quand je dis spirituel, il faut bien comprendre ça. Le corps, quand on n'est plus sur son chemin ou quand on se perd, quand c'est plus vraiment ce qu'on veut, ce qu'on se veut, il y a si vous voulez, les cellules, la vibration, on va dire, va se modifier au niveau du corps et il y a une cristallisation qui va se faire et donc il y a des blocages qui vont se faire ressentir et tout d'un coup, pof, on se fait un lumbago en se disant, bah, tiens, c'est parce que j'ai mal porté. Oui, ok, t'as mal porté, mais à la base, il y avait déjà une faiblesse qui s'est créée due à un mal-être. Et ça, on peut le ressentir et on peut justement, même si ma manipulation sera très manuelle, je vais aussi voir le côté, comme je dis, énergétique, émotionnel et arriver à rééquilibrer euh, cela tout en expliquant à la personne ce que j'ai ressenti. Et si on arrive à toucher ces trois plans, généralement, on arrive bien
débloquer et à faire recirculer donc l'énergie, le prana dans le corps, et la personne peut se sentir réellement mieux après. Et si elle a en plus une compréhension intérieure et qu'elle change, euh, généralement les gens ne reviennent plus ou reviennent pour un bien-être général. Donc là, on se rend compte aussi que trouver sa voie, c'est super important, quoi, pour son bien-être. Et toi, tu conseillerais comment les gens comment trouver sa voie finalement? Enfin, aujourd'hui, ça a l'air complexe avec tous les choix qu'on a en plus. En plus, on voit sur Instagram toutes ces personnes qui vendent des vies de rêve et que, du coup, on pourrait aller dans ces tendances-là, mais on se rend compte aussi que si on fait ça pour ça, bah, on est plus fidèle à nous-mêmes aussi. Enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est jamais devenu aussi compliqué que de trouver sa voie qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors oui, c'est très compliqué parce que sa voix, elle peut être multiple en fait. Et il faut arriver à trouver un équilibre. Et l'équilibre, moi j'explique toujours, c'est comme une balance. En fait, dans l'équilibre, il y a toujours un déséquilibre. Mais il faut que le déséquilibre soit harmonieux. Si la balance penche trop à gauche ou si elle penche trop à droite, il y a automatiquement un déséquilibre trop important qui s'est créé. Donc on doit revenir à ramener cet équilibre avec toujours un peu un vacillement. Donc dans l'équilibre, je leur dis, il faut qu'il y ait ce déséquilibre. Et quand on arrive à trouver ça, généralement, on arrive à ressentir une harmonie en soi. Mais cette harmonie, c'est sûr que maintenant, il y a plein de thérapies, de choses qui naissent et on a besoin et on recherche ça, quitte à se perdre, à essayer plein de choses. Donc après, voilà, son chemin, ça peut aussi être d'essayer plein de choses, de se perdre plusieurs fois jusqu'à quand qu'on trouve, en fait, qu'on aime planter des carottes. Non, mais c'est tout con ce que je veux dire. C'est pas, des fois, les gens veulent être chamans, veulent être ci, veulent être ça, veulent toucher à l'énergétique, veulent, moi, je suis pas pour ça. C'est pas parce qu'on ressent des choses, parce qu'on travaille dans l'énergétique qu'on est plus avancé. C'est pas du tout forcément le cas. Des fois, vous pouvez avoir quelqu'un qui bosse en tant que caissier et qui est bien dans ce qu'il fait et qui va saluer les gens, leur dire bonjour et qui va amener beaucoup plus de joie qu'une personne qui veut absolument développer des soins, qui veut absolument ressentir des choses, qui sera souvent des fois aussi très dans le mental, dans l'envie de réussir et en fin de compte, bah, sa voix, elle est pas forcément facile à trouver. Et est-ce que t'as typiquement toi, ta voix, tu l'as trouvée comment? C'est quand t'étais Alors, petit ou est-ce que cette naïveté des fois d'enfant de vouloir essayer plein de choses, est-ce que ça peut-être pas été guidé pour plus tard aussi? Puis des fois les adultes ils suppriment un peu cet enfant en eux parce que ça devient des adultes et qu'on doit être des ouais. adultes. Est-ce que ouais, t'en penses quoi? Alors, ce que j'en pense, c'est que quand on regarde les enfants, ils ont leur voix quand ils sont petits, parce qu'ils jouent, ils découvrent, tout Mm. va bien. Quand on commence à leur inculquer dès le plus jeune âge des vérités qui nous semblent justes pour nous, ou quand on commence à l'école à déjà avoir ce côté compétitif, ce côté de notes, ce côté comparé avec l'autre, tiens, il réussit mieux que moi, tiens, lui, il va mieux là. Ben là, l'enfant, là, il commence déjà à créer des blocages en lui. Un enfant n'est pas fait pour rester 4, 5, 6 heures de temps assis à apprendre quelque chose sur un tableau noir. Il doit être dans le jeu, c'est dans le jeu qui va apprendre, c'est dans le jeu qui va se développer. Un enfant, sa voix, au début, il l'a. C'est nous qui amenons les adultes, qui les sortons en fait de leur voix. Un enfant, s'il reste intuitif, si on reste intuitif, on est toujours sur notre voix. Et ça, il faut le comprendre. Donc en fait, oui, tout le travail, en fait, il est ça peut paraître un peu bateau, mais quand on dit retrouver son enfant intérieur, il y a une vérité là-dedans. C'est de retrouver ce côté insouciant, ce côté de découvrir, de jouer avec la vie, de ressentir cette vie. Et en fait, un adulte, s'il garde ça en lui, il va toujours avoir les yeux ouverts comme un enfant qui regarde un ver de terre, un escargot, les feuilles des arbres, le chat qui joue. Il a cette joie. Et un adulte, s'il garde cette joie, il sera toujours dans sa voie. Mais sa voie, ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas changer de métier. Ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas peut-être faire un voyage à 45 ans parce qu'il a une recherche intérieure, il veut découvrir d'autres choses. Donc sa voie, elle est de découvrir. Et cette découverte peut se faire plus facilement si on garde cette joie d'enfant.
ce qu'on perd, je répète, ce qu'on perd avec les années, ce qu'on perd parce qu'on veut réussir, on veut être quelqu'un et on développe plutôt le côté égo, Ouais, c'est donc ça. mental, ouais, Comparer aux autres, ouais. voilà, Ouais, puis avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est encore pire, quoi. Parce que t'as ce faux idéal de la perfection, et puis les ouais, gens, ils veulent essayer d'atteindre ça, mm, sans connaître les histoires, toutes les histoires derrière, quoi. Non, je pense, ouais, c'est super intéressant, puis ça me parle beaucoup, en tout cas, tout ce que tu dis là, de mm, pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur, et puis juste pouvoir jouer avec la vie, quoi, finalement, et ouais, puis, ouais, 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 toujours et il y a aussi l'autre problème, c'est que les parents, bah, ils vont peut-être avoir des idées qu'ils veulent implémenter dans leurs enfants, tu vois, comme par exemple, faut que tu ailles à l'université, faut que oui, ouais, suives ce chemin-là et tout ça. Et des fois, pour l'enfant, bah, il va les suivre au départ, mais plus tard, il doit aussi avoir le courage de se dissocier de ça et puis de vite aussi, exactement, ouais, ouais, de ouais. dire à son père, sa mère, bah écoute, peut-être c'est ce que tu voulais pour moi, mais moi je sais ce que je veux pour moi, et Mm. être attentif à ça. Donc il y a beaucoup de points de friction aujourd'hui, je pense, pour avoir une vie heureuse et épanouie. Ça, Mm. c'est important. Puis bah justement, il y a aussi ce fait qu'il y a des carences en sommeil, en Voilà, alimentation qui ouais, viennent comment dire, qui viennent s'ajouter, s'ajouter exactement mm. à tout ça. Donc il faut être consciencieux, puis avoir un peu cette approche holistique qui, à mon avis, est Mm. super importante. Est-ce on parlerait pas un peu plus de ce petit shilajit? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Quel est le principe le plus puissant? Alors, On peut dire ça comme ça. on a le Shilaji, on pourrait en écrire un livre. Il y Ouais. a tellement de choses, mais moi déjà, rien que le fait d'expliquer, comme je disais, que c'est une résine euh, qui se forme pendant des milliers d'années dans les roches himalayennes. Donc rien que de se dire que c'est une décomposition des minéraux et des végétaux qui va se faire pendant toutes ces années, pour ensuite, quand le soleil va taper sur les roches, couler de la montagne, on comprend bien là qu'on a un produit déjà incroyable. Donc avec plus de 85 minéraux, de l'acide fulvique, de l'acide humique, on est sur quelque chose de très très complet. Si tu peux nous dire un peu plus sur l'acide fulvique et l'acide humique? Je pense que c'est des choses que les gens connaissent pas. En tout cas, moi, je connaissais pas avant de connaître le shilajit. Je sais pas si tu peux dire sur l'acide fulvique. Effectivement. Alors c'est c'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus, ouais, qui commence à être un peu connu. Bah, d'ailleurs, Grâce au shilajit. grâce au Shilajit. Donc, on sait que l'acide fulvique va aider, comme je disais, au transport en fait des nutriments. Ouais. Donc, en fait, cet acide va aider à l'assimilation. C'est-à-dire que si vous prenez du Shilajit, en fin de compte, en plus du bienfait du Shilajit, ce que vous allez manger à côté, l'alimentation que vous allez avoir, le Shilajit va aider à assimiler encore les nutriments. Donc, c'est vachement important en fait. Et cet acide fulvique a donc beaucoup de vertus. Ouais. Oxygénation cellulaire qui est très importante, comme je disais aussi. J'ai été formé dans, dans la pratique de la respiration. Et en fait, plus on arrive à mieux respirer, mieux on va transporter l'oxygène au niveau des cellules. Et en fait, quand vous êtes bien oxygéné, euh, le corps, les organes, tout fonctionne mieux en fin de compte. Donc, quand on a un produit comme celui-là, on sait que ça va aider au transport de l'oxygène. Donc déjà, en fait, on respire mieux. Les cellules respirent mieux. Les cellules doivent respirer. On doit respirer. Les pieds à la tête, le corps a besoin de respirer. Donc voilà. Ouais, quand on parle de minéraux essentiels, c'est bah, tout ce qui est magnésium, zinc, sélénium. Et bah, comme on remarque aujourd'hui, dans la population, il y a des carences au niveau des minéraux, de plein d'autres nutriments aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que le shilajit pourrait remplacer plein d'autres compléments? Est-ce que c'est pas finalement le complément avec le plus de compléments à l'intérieur? T'en penses quoi de ça? Pour moi, si. J'ai pas peur de le dire. Si on prend du Shilajit, on n'a pas besoin forcément de prendre d'autres compléments. Maintenant, je dis ça avec des pincettes parce que si vous avez quelqu'un qui a un gros manque de fer, principalement chez les femmes, dû à leurs règles, des Mmh. choses comme ça, la femme manque généralement souvent de fer. Et donc, ça peut amener de grosses fatigues et de choses comme ça. Et ça, on contrôle pas assez le fer chez les gens.
Et je trouve que c'est vraiment important. Et le Shilajit, par exemple, va amener aussi du fer, mais pas à assez grande quantité. Si on a une pathologie et qu'on a un grand manque de fer, il faut amener plus de fer chez la personne. Donc, si on a aussi un gros manque de magnésium, le Shilajit va amener du magnésium, mais pas forcément assez. Donc, si on a une pathologie type, il faut se complémenter en plus, par exemple, de magnésium, en plus du Shilajit. Mais si on a un peu tout qui va assez bien, le Shilajit nous apporte tout ce qu'on a besoin. Ouais. Et pourquoi au marin? On voit là que c'est en train de tout couler, mais pourquoi pourquoi au marin? Ça vient d'où au marin? Alors, le hara, en fait, Om et hara, ouais. Alors, Om, c'est le symbole universel qu'on retrouve, c'est le son aussi que fait l'univers. D'ailleurs, on l'entend dans les mantras tibétains, le Om, Om Mani Padme Hum, qui est connu de tout le monde. Bref. Donc, le Om, pour moi, symbolise l'unité, l'infini. Et le hara, en fait, le hara, c'est le centre d'énergie qu'on a au niveau du bassin et qui nous enracine à la terre. Donc, pour moi, c'est d'être enraciné. Et quand on est enraciné, en fait, on est connecté, en fait, à l'univers, si on peut dire. Et donc, plus on est enraciné, plus on peut être connecté. Et des fois, les gens veulent ressentir des choses, être ouverts, avoir des énergies ou des choses comme ça. Mais si on n'est pas enraciné, ce qu'il faut savoir, on sait qu'on utilise très peu capacité de son cerveau. Et en fait, quand on arrive par la méditation ou par des techniques respiratoires à s'ouvrir, on peut ressentir et voir des choses qu'on ne voit pas forcément, à part des fois quand on est né avec certaines, comment dire ça, facultés. Euh, c'est des choses qui peuvent justement, je voulais dire, se développer par ces techniques. Mais si on n'est pas enraciné, en fait, beaucoup de gens ont fait des techniques de méditation transcendantale et en fait, sont allés tellement en haut qui ont développé par la suite des maladies mentales et ça, je le vois beaucoup aussi en soins chez des gens qui ont pratiqué certaines techniques et en fait qui sont un peu restés collés là-haut et qui n'étaient pas assez enracinés. Donc moi, je fais très attention aussi dans mes soins. J'explique aux gens, vaut mieux être enraciné plutôt que d'aller chercher à ressentir plus de choses. Donc le haut marin, en fait, c'est l'unité entre l'être humain, la terre et le ciel. Donc la Trinité, les trois. Et quand on est enraciné et qu'on est connecté au ciel, en fait, l'énergie circule à l'intérieur du corps. Il fait le 8 de l'infini, le 8 de la guérison. Voilà, c'est tout. Je trouvais ça très beau. Ouais. Et, Ça se marie super bien avec du coup, le Shilajit. ben oui, la montagne, la force de la c'est ça. montagne, la résine, le minéral, le végétal, le soleil, l'énergie du soleil aussi. On sait que le soleil purifie, on sait que le soleil, c'est lui qui va créer les échanges au niveau des plantes, c'est lui qui nous nourrit. Si on n'a pas de soleil aussi, on vient à périr. Donc le soleil vient donner cette énergie, la montagne nous donne ce qu'elle a de plus cher pour moi. Et là, on a un produit, ben voilà quoi, comme je disais, rien que de comprendre ce qui se passe autour du Shilajit, c'est Et ça fait du coup des millénaires que des gens prennent ça en Inde, oui, je pense en Chine aussi, j'imagine du coup, en Inde, au en Pakistan, Chine, tout oui, ça. voilà, au Pakistan, Ouais. ouais, voilà, c'est ça Ça a déjà toujours. été plus que prouvé quoi finalement. Oui, Ouais. c'est. Et pourquoi tu penses que l'Occident est autant en retard par rapport à ces pratiques que justement en Chine, en Inde, qui sont très ils utilisent ça depuis toujours quoi, leurs empereurs et tout, ils étaient tous guéris grâce à Ben, ces pratiques. c'est simple. L'Occident, c'est beaucoup basé sur la médecine allopathique. On a fait énormément confiance en ça. Si vous allez en Inde, vous allez voir, par exemple, un médecin allopathique qui va vous donner, euh, par exemple, de la médecine allopathique, puis en même temps, il va vous donner de la médecine ayurvédique. Donc, ils sont très ouverts. Ils travaillent ensemble. L'Ayurveda travaille. On sait que moi, je suis pas contre la médecine allopathique, hein, mais enfin, voilà, ben, en Inde, on a gardé cette ouverture entre les deux, et en Chine aussi. Ouais. C'est donc voilà, c'est Ouais, ici on est un peu trop fermé à tout ça quoi pour ben l'instant. ça s'ouvre la Ouais, naturopathie, toutes ces choses. On avait avant ici en Suisse, c'était les on peut parler des druides en fait qui soignaient avec les plantes. On retrouve dans chaque culture et puis après ça dépend si on a continué de nourrir ça puis ou si on s'y est complètement fermé et l'Occident s'est fermé à ça, c'est sûr.